Ok, donc, Oui, oui, tu m'arrives à m'entendre, je pense. ouais, Ok, donc, bienvenue sur Il les médias. je reçois un peu. Ok, bienvenue sur Il les médias. Donc, je voudrais tout d'abord euh, dire bonne fête à tout le monde. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on est rejoint par Anthony Monan. On va discuter certains sujets concernant l'Afrique et puis concernant le Tchad. Donc, on va aborder la situation de l'évolution de la crise au Soudan et puis au Tchad, les conflits agriculteurs et éleveurs dans les départements de l'Âme. À la fin, on pourrait parler de la crise entre le Tchad et le Cameroun. Donc, Anthony, tu peux commencer. Tu peux nous introduire un peu les sujets sur la situation euh, qui s'évolue au Soudan. Donc, je vais d'abord montrer une vidéo. Peut-être que tu as des explications là-dessus. D'accord? All right, une seconde. قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع انشئت لحماية الوطن ولحماية الشعب السوداني ككل. قوات الدعم السريع لسه بتوريكم حاجات. قوات الدعم السريع انشئت. Est-ce que tu peux nous commenter sur cette vidéo? Et puis peut-être donner qu'est-ce qui se passe réellement au Soudan, puisque je ne suis pas les informations. Donc, tu nous informes un peu. Justement, au Soudan, depuis presque une semaine, depuis samedi 15 avril, il y a un affrontement terrible s'est opposé entre deux forces. Il y a une force paramilitaire dirigée par Hameti, le général Hameti, face à l'armée soudanaise dirigée par le général Al-Boran, le chef même de la junte, le président de la transition soudanais. Ce que vous voyez ici, c'est un rassemblement donc de forces de soutien rapide dirigées par Hameti. C'est un rassemblement pour galvaniser les soldats qui sont sur le front. Et vous voyez déjà le discours de Hameti qui est en train d'exposer en quelque sorte la malgouvernance et l'intention de garder le pouvoir, de confisquer le pouvoir par Al-Boran. Et donc, il est en train d'encourager les soldats pour pouvoir lutter jusqu'au bout. Et vous entendez sa voix ici. Pour qu'on comprenne un peu les acteurs de ces conflits. Qui est Hamiti? Est-ce que tu peux nous parler? Qui sont les deux principaux acteurs dans ces conflits-là? Les deux principaux acteurs, comme je vous l'avais dit, ce sont les deux généraux qui, à l'époque, lors de la manifestation populaire au Soudan pour réclamer un gouvernement civil, ces deux généraux, à l'époque, se sont entendus pour une transition pacifique apaisée. Et du coup, il y a un malentendu qui s'est surgi. Et donc, naturellement, ces deux généraux se sont opposés. Et chaque général a quand même un certain nombre de militaires sous sa guise. Donc, c'est une unité qui est dirigée par le général Hameti, dénommée Force de soutien rapide. Ça, c'est des forces paramilitaires qui cogèrent en quelque sorte la transition à côté de l'armée soudanaise qui est sous la direction donc du général Al-Boran. Donc, les deux principaux acteurs sont les deux généraux, effectivement, à la personne de
Al-Boran et Hameti. OK. Mais qui étaient les présidents alors? Je voudrais savoir si c'était la transition, pendant la transition que cela s'est produit ou le Soudan a pu élu un président ou qu'est-ce qui s'est réellement passé en ce qui concerne la transition? Non, au Soudan, la transition est en cours. Hein, la transition est en cours au Soudan. Et le président de transition, c'est bien évidemment le général Al-Boran. Okay. Al-Boran, qui est le président de la transition en ce moment. OK. Donc maintenant, comment on appelle, en ce qui concerne le conflit, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont énormes. Hein. Les conséquences sont en vies humaines. Depuis 8 jours environ, nous avons assisté à un nombre très pléthorique donc, de victimes. Et surtout, l'on estime que on est à plus de 300 morts, hein, des victimes et plus de 3000 blessés. Et actuellement, au Soudan, il n'y a rien hein, sur le plan donc, alimentaire, il n'y a rien et la population qui vit actuellement est dans une situation très précaire. Hein. Les hôpitaux sont pratiquement saturés. Hein. Et au marché, il n'y a rien à acheter et c'est une situation un peu très critique. D'où les organisations internationales qui doivent naturellement venir en aide à ces populations. Et même, on nous fait entendre qu'il y a 3 personnels du PAM qui ont été abattus hein, lors de ce conflit. Donc, ça crée une situation de psychose générale. Et actuellement, les gens ne savent à quel sein se vouer. Sous des tirs, des balles, hein, partout, mais même les 2 généraux se sont entendus à un moment donné pour ouvrir un couloir humanitaire, mais subitement, cet accord n'a pas mis long. Un affrontement terrible s'en était suivi et aujourd'hui, les gens ne savent à quel sein se vouer. Donc, les 2 principaux acteurs étaient supposés de gérer la transition, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce qui a causé les mésententements? Je pense, qu'est-ce qui a causé sur le point où ils sont arrivés à résoudre les problèmes à travers le conflit, au lieu de s'asseoir et puis avoir une issue Bon, vous savez, dans de pareilles situations, c'est le goût du pouvoir, hein, naturellement. Chaque général, ces 2 généraux-là, chacun veut le pouvoir. Chacun, de son côté, veut le pouvoir. Et c'est juste cette situation d'envie de pouvoir, ce qui a amené aujourd'hui cette tension. Sinon, en dehors de ça, je crois qu'il n'y a pas de souci, mais c'est un problème de mésentente. C'est vrai que les 2 généraux co-gèrent la transition, mais il va y avoir peut-être quelque chose qui n'a pas marché entre les 2 généraux et chacun veut diriger la transition. Donc, c'est que mon analyse, d'une manière générale, je dis, mais c'est juste l'envie d'avoir le pouvoir juste qui a conduit le Soudan dans cette situation. Donc, la cause principale, c'est le goût du pouvoir. C'est ça la cause principale? Évidemment, c'est mon analyse personnelle. Donc, chacun veut diriger hein, le Soudan. Chaque général veut s'imposer dans la transition. Donc, c'est juste ça, à mon avis. Donc, à l'instant où on parle, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a un compromis? Est-ce qu'on envisage
un dialogue entre les deux parties ou qu'est-ce qui se passe réellement? Les deux généraux n'entendent pas de leurs oreilles l'histoire de dialogue ou quoi que ce soit, parce que dès le début, chacun est rigide dans sa position. Hein. Même il y a plusieurs pays et les organisations à l'échelle internationale qui ont appelé les deux généraux pour leur rappeler à l'ordre, hein, si peut-être ne serait-ce que discuter, mais chacun reste rigide dans sa position. Hein, ils disent qu'ils ne veulent aucun dialogue jusqu'à ce que une des parties remporte la victoire. Donc aujourd'hui, et même pendant la fête donc, de l'Aïd el-Fitr, il y avait un accord pour une trêve, hein, de cessez-le-feu de 2 à 3 jours. Mais cela n'a pas été respecté. Donc, le samedi, même après la fête, l'affrontement s'est encore déclenché. Donc, il faut reconnaître à cet instant que les deux généraux ne sont pas prêts à faire, c'est pas moi, le dialogue, quoi que ce soit. Les gens veulent lutter jusqu'au bout, comme vous venez de voir. Hein, ça, c'est un rassemblement donc de forces FCR. Et avec ce que le général Ameti est en train de dire, vous ne pouvez pas comprendre que les gens peuvent facilement dialoguer. Hein, c'est pas possible. OK. Donc, il semble qu'il n'y a pas de compromis et puis il n'y a pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Donc, la guerre va continuer comme ça. Est-ce que les pays africains, quelle est la réponse des pays africains en ce qui concerne l'Union africaine ou d'autres organisations? Oui, il y a beaucoup de pays africains qui se sont portés volontiers pour jouer le rôle de médiateur. À l'exemple, le Tchad aussi, dès le premier jour, le président de transition a déclaré avoir entré en contact avec les deux généraux pour demander la médiation. Mais il n'a pas eu une réponse favorable. Même l'Égypte qui s'est engagée comme médiateur, mais parallèlement à ces pays-là, il y a 3 pays, à savoir le Kenya, l'Union africaine et le Soudan du Sud, qui sont dans la bonne voie pour jouer la médiation. Mais ils n'ont pas encore été acceptés de manière concrète. Donc, voilà, c'est un peu le rôle que les autres pays africains veulent bien jouer dans cette crise, mais ils ne sont pas encore reçus de manière officielle. Donc, quelles sont les conséquences en ce qui concerne, est-ce que le conflit a causé des répercussions sur la situation au Tchad, des répercussions négatives dans ce sens? Oui, parce que vous devez savoir que l'instabilité du Tchad dépend des pays voisins. Et depuis la nuit du temps, le Tchad toujours est menacé à l'est, hein, de la frontière du Soudan. C'est de là-bas que beaucoup plus les crises, hein, les crises sécuritaires ont sévi le Tchad depuis des années. Donc, ça doit ça doit avoir des conséquences justement, que quand il y a de telles crises, d'abord, il faut reconnaître que la voie s'ouvre donc à toute insécurité. À l'exemple, les armes que les gens vont peut-être importer de là-bas par la frontière, les réfugiés qui entrent. Voilà, il y a assez de choses là qu'on ne peut pas tout détailler. Mais cette crise, on dit généralement que quand
la maison du voisin a pris feu, et certainement, on se sent également menacé que le feu nous atteint. Donc, c'est vrai que le Soudan, comme c'est un pays voisin, hein, les conséquences ne sont pas des moindres, hein, des moindres. Donc, le Tchad également se sent menacé par cette crise. Et ce qui fait que les autorités suivent hein, heure après heure hein, ce qui se passe au Soudan. Ça doit avoir des conséquences sur le Tchad, justement. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement tchadien vis-à-vis du conflit au Soudan? Justement, dès le premier jour même de conflit, je vous l'avais annoncé la fois dernière que les autorités ont pris un communiqué pour fermer la frontière avec le Soudan. Donc, la frontière a été fermée par un communiqué du ministre des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a plus de 3000 réfugiés qui sont déjà sur le territoire tchadien, sont accueillis à l'est donc, du pays. Ok. Espérons qu'il y aura un dialogue et un compromis entre les deux parties et puis le Soudan revienne à la stabilité. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter sur ce point ou on va continuer sur un autre point? Oui, ce que je voudrais apporter, c'est toujours dans le sens de conséquences, des conséquences humanitaires, des conséquences sécuritaires et des conséquences même sociales. Parce que vous savez que le Soudan, en termes de coopération, en termes surtout des activités commerciales, le Soudan est le premier pays qui fournit beaucoup d'aliments, tels que les macaronis, les spaghettis et autres qui entrent. Et aujourd'hui, si la frontière est fermée, ça peut vraiment impacter la vie sociale d'un Tchadien. Parce qu'aujourd'hui, le prix des denrées alimentaires a augmenté de manière spontanée. Nous avons encore le problème de connexion à l'Internet parce que vous devez sans ignorer que les fibres optiques viennent du Soudan et du Cameroun. Aujourd'hui, depuis quelques heures ce matin, on a des problèmes de connexion et jusqu'à là, on continue à avoir. Aujourd'hui, je viens d'avoir cette chance de vous joindre. Sinon, on ne devait pas passer cet entretien-là. Donc, les conséquences sont énormes, en fait. Donc, il semble que, d'après ce que tu es en train d'expliquer, le Tchad est, du point de vue économique, est dépendant du Soudan. Donc, cela va causer des conséquences sociales dans la vie quotidienne des Tchadiens. Ouais. Donc, on va parler du conflit. On va parler un peu du conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Okay, je vais montrer la vidéo que tu as envoyée. Okay, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette vidéo? Voilà, ici, nous sommes dans le monde de l'homme. Vous voyez que le problème de conflit éleveur-agriculteur fait vraiment
une information, une actualité au Tchad. Parce que c'est un problème qui est répétitif. Et la question que les Tchadiens se posent, disent, est-ce qu'effectivement, ce problème-là, les autorités du pays prennent au sérieux? Depuis samedi, le 15 avril, hein, le même jour de la crise du Soudan, on a appris effectivement que dans le département de Mont-de-Lam, il y a eu des tueries, il y a eu un affrontement entre les éleveurs et agriculteurs. Le département de Mont-de-Lam, c'est dans quel c'est dans la province du Logone oriental. Ah, Logone oriental, ok. Voilà, dans la province du Logone oriental, qui a comme capitale Doba, et le département de Mont-de-Lam a pour capitale Mbaye Bokoum. Donc, comme vous venez de voir ici, ce sont des habitants de ces villages qui ont été attaqués, qui sont en débandade dans ce moment. Et selon les versions, les causes exactes de ce conflit, on a du mal à cerner parce que selon la déclaration du gouverneur Dari Bazim, le gouverneur du Logone oriental, c'est que il parlait de rebelles ou bien de communautés Kodo qui sont des rebelles en RCA. Ils sont venus attaquer les ferriques des éleveurs Peul. Et ils sont repartis quand les gendarmes étaient allés. Il y a eu riposte et que les gendarmes ont réussi à tuer 14 de ces rebelles-là. Ça, c'est la déclaration du gouverneur. Et de l'autre côté, par rapport au contact qu'on a eu avec certains villageois, ils ont dit que c'est un beau matin. C'était le samedi 15, justement, un matin. Ils se sont réveillés sous les tirs de balles, sans comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y avait des balles que les gens tiraient de partout et la population était en débandade. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer pas plus de 22 personnes. Et les cadavres ont été fumés et de blessés, plus de trentaines ou cinquantaines de blessés qui sont dans des hôpitaux, dans des villages respectifs. Et donc, ces villages qui ont été attaqués, c'est... Les villageois qui étaient tués dans ces... Pardon? Tu parles des villageois qui étaient tués, 22... Oui, c'est-à-dire c'est les témoignages des villageois, de ceux qui ont été attaqués même, qui donnaient ces témoignages. Que ce ne sont pas des rebelles comme le gouverneur l'avait souligné, mais ce sont plutôt des Peuls qui sont venus un beau matin dans leur village et ouvrir le feu. Dans le village, c'est qui a créé donc ces débandades de la population. Et donc, dans les fuites, ils ont réussi à tuer plus de 20 personnes et accompagnés de petits enfants, des vieillards. Donc, ils ont presque massacré la population de différents villages, à savoir Danda, Boboro, Bessao, etc. Donc, jusqu'à là, on n'arrive pas à comprendre, à connaître exactement la cause de ce conflit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces genres de conflits intercommunautaires sont répétitifs, parce que d'abord à Faya, ça a commencé de Faya à Béché dans des petits villages, les Sandana, Danamaji, Kiabé, et c'est répétitif. Donc la question que les Tchadiens se posent, nous avons des autorités qui sont là au nom de la sécurité, mais pourquoi ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser cette situation jusqu'à là? Donc le silence des autorités sème vraiment des doutes dans la tête des populations. Ils disent, mais est-ce que les autorités ne sont pas en complicité avec ces gens-là qui ont des armes, hein? Donc, une partie est armée, une partie n'est pas armée. Donc, et vous voyez, les éleveurs ont des armes et puis ils
ils vont dans les villages pour terroriser les paisibles citoyens, c'est ça ce qui se passe? Oui, justement. Mais sans pour autant des raisons valables. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est très grave alors. C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Et quand la tension, le conflit a commencé, c'était au moment de Carême, hein, de Ramadan. Et quand les autorités ont eu vent de l'information, qu'est-ce que les autorités ont dit? Que maintenant, c'est la période de Ramadan. Donc, ils vont attendre à ce que le Ramadan passe avant d'intervenir. Vous imaginez un peu de telles déclarations. Est-ce que c'est des déclarations plus ou moins sages? Mais les théories ne vont pas. Les théories continuent pendant le Ramadan. Les théories continuent, ça ne s'attend pas. Ça ne s'attend pas. Hein? Pendant que les gens sont en train de tuer, vous dites que non, vous êtes en période de Ramadan, il faut attendre que le Ramadan finisse avant d'intervenir. Vous imaginez un peu? Donc, ça fait que, je vous assure que ici au pays, nous vivons des situations que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre. Où est l'État? Hein? C'est comme l'État a perdu vraiment de son autorité. Donc, les gens, une partie des populations détiennent des armes. Un beau matin, ils se lèvent, ils tuent comme ils veulent. Hein? Et voilà, c'est comme ça. On est en train de perdre des Tchadiens et des Tchadiens, des centaines de Tchadiens. Et c'est vraiment lamentable. Hein? C'est vraiment lamentable. Donc, les autorités qui sont là, il faudrait qu'elles prennent vraiment cette situation-là au-dessus. Si je ne me trompe pas, il y avait des mesures pour désarmer ceux qui détiennent des armes militaires, n'est-ce pas? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à désarmer ces éleveurs qui terrorisent les villageois? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que c'est des paradoxes hein, qu'on n'arrive pas à comprendre parce que logiquement, quand il y a de telles missions de désarmement, les gens ne viennent pas là où se trouvent les armes là. On ne vient pas là où se trouvent les armes là, on ne vient pas. On vient toujours là où il n'y a pas d'armes pour faire de n'importe quoi et simplement s'arrêter à ce niveau. Mais là où il y a des armes là, les gens ne viennent pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment. Parce que certaines informations qu'on reçoit, c'est que ces éleveurs-là sont derrière les troupeaux parfois des administrateurs, hein, des généraux, des préfets, des sous-préfets qui ont même des têtes des bœufs en brousse. Ils ont juste pris des éleveurs pour aller garder leurs troupeaux. Donc, c'est eux parfois même qui fournissent des armes à ces éleveurs-là. Donc, ça dit que c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ce que je ne comprends pas, on peut détenir des armes, mais cela ne veut pas dire qu'on va dans les villages pour tuer les gens. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ça. Justement. Quelles sont les causes? Oui. Pourquoi les gens qui détiennent les armes, qui vont dans un village pour tuer les gens? Quelles sont les causes? En temps normal, ça dit que les armes, même s'ils sont armés, derrière leur troupeau, c'est bien. C'est pour peut-être protéger les troupeaux contre les animaux sauvages, des agressions peut-être sauvages qui peut coûter leur vie. On n'en disconvient pas. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais prendre des armes, aller tuer les humains, hein, vous imaginez. Et on ne peut pas aussi les désarmer. Même s'il y a un service de désarmement qui fait normalement le travail, demain, on ramène tous ces armes-là pour remettre parce que ce sont des gens, des généraux, ce sont des parents de tels, ce sont de... Voilà, c'est cet esprit de clanisme, de clientélisme là qui joue de tel point que la sécurité hein, est carrément à terre. Hein. Les Tchadiens ne vivent pas dans la sécurité. Hein. Les Tchadiens sont traumatisés. En fait, c'est pas vraiment à raconter. En fait. Les autorités qui sont en place doivent installer la paix alors, entre les villageois et les agriculteurs.
ou les éleveurs ou les agriculteurs, ils doivent quand même prendre des mesures sereines pour que cela ne se reproduise pas. Oui, c'est ça même la mission régalienne de l'État. Hein. L'État, d'abord, c'est la sécurité de ses concitoyens. C'est ça même la mission régalienne. Mais c'est tout le contraire. Hein. On est dans une situation où on se dit, mais est-ce qu'il y a des Tchadiens qui sont intouchables véritablement, comme les gens ont l'habitude de dire, ou bien c'est vraiment inexplicable et c'est inadmissible, c'est un truc qui se passe. Si c'est une seule fois, là encore on peut comprendre, mais des mêmes cas se répètent partout, partout. Les massacres que vous avez vus par exemple à Faya, c'était horrible, à Béché, à Mangalme, dans le Guéra, hein, vers Salamat, partout, les gens vivent dans c'est pas une insécurité inadmissible. Et les autorités sont là, et ils sont là au nom de la sécurité. Ils ne font pratiquement rien. On ne comprend pas ce que nos autorités sont en train de faire. On ne les comprend pas. Vous voyez? Je pense que, si je ne me trompe pas, le gouvernement de la transition avait promis d'instaurer la sécurité. Je ne sais pas, mais dans la pratique, je pense que les autorités sont incapables d'instaurer la stabilité entre les Tchadiens. C'est vraiment triste. C'est cette situation qui se répète à chaque fois. Donc, on espère que les autorités vont saisir de la situation et puis instaurer la paix une fois pour tous. D'accord? Inch'Allah, si les autorités prennent conscience pour résoudre cette situation-là, c'est ça également notre souhait. Mais moi, je ne pense pas parce que les gens ont beaucoup parlé à propos ici. C'est un seul cas. Là encore, je peux dire, mais c'est plusieurs fois que ces mêmes bêtises se répètent et on espère bien que ça va se passer bien. Donc, on va aborder la crise entre le Cameroun et le Tchad. Donc, je vais jouer un peu la vidéo et puis on va en parler. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme auprès des n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la Commission de la concurrence qui devrait statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent en mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays frères. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Ok, est-ce que tu peux nous informer de ce qui se passe entre la crise entre le Cameroun et le Tchad? Il faut nous éclairer là-dessus. Oui, comme vous venez d'écouter le secrétaire d'État, M. Galingoté, c'est un communiqué qui rappelle l'ambassadeur tchadien au Cameroun pour consultation dans le dossier
très, très, très fragile qui lie l'État tchadien au Cameroun. D'abord, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans le mois passé, l'État tchadien a pris un décret pour nationaliser la société ExxonMobil dénommée Esso. Cette société, comme je vous l'avais expliqué, a exercé au Tchad par une convention, effectivement, depuis 25 ans. Et donc, la société veut quitter. Et quand la société voulait quitter, il a fait un appel d'offres pour l'acquisition de parts. Et c'était comme ça que le Tchad, au lieu de se prononcer par rapport à l'appel, le Tchad ne l'a pas fait. Donc, la société Savannah a acheté les parts. Mais quand la société Savannah a acheté les parts, la société a également voulu libérer les parts là en offre. Donc, je crois que la proposition a été faite pour le Tchad et le Cameroun parce que les deux États ont également créé deux sociétés qui sont dans le domaine de transport de pétrole brut vers Crébi. Et c'est les deux sociétés qui constituent donc, qui travaillent, si vous voulez, en étroite collaboration avec Esso. Esso Tchad sont les Totco et Kotco. Totco, c'est Tchad Oil Transport, quelque chose comme ça. Et Kotco également, c'est Compagnie, c'est Société nationale de transport également du pétrole vers du côté camerounais. Maintenant, les deux sociétés, ils ont Savannah a libéré les parts en signalant et le Cameroun et le Tchad parce que les deux pays qui constituent et qui ont créé ces deux sociétés permettant de dans le transport de carburant vers Crébi pour exporter le pétrole. Et le Tchad n'a pas répondu, mais le Cameroun a accepté la part là, de Savannah dans le transport de pétrole. Le Tchad n'a rien dit. Donc maintenant, le Tchad dit, mais non, Savannah n'a pas une capacité de renom parce que c'est une société qui n'est pas connue dans le système d'exploitation pétrolière. Donc, le Tchad est complètement contre la proposition donc, de Savannah comme remplaçante de ExxonMobil, c'est-à-dire la société Esso. C'était comme ça. Je voudrais vous arrêter ici. Vous voulez dire la société Savannah veut remplacer Esso? Oui, c'est-à-dire il a acheté maintenant les parts. Les actifs. Les actifs de la société Exo pour continuer l'exploitation. Alors qu'elle n'est pas admise par l'État tchadien qui est le premier contractant avec la société ExxonMobil. Est-ce que à ce niveau, je me suis fait comprendre? Mais le Tchad a pu nationaliser la société Esso, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que le Tchad détient tous les actifs. Non, moi, je vous ai expliqué quelque chose déjà. Je disais, c'est-à-dire,
c'est chronologiquement que je vous ai expliqué. Je disais que avant que la société ESSO ne puisse quitter là, la société a informé le Tchad de son départ et a fait ce qu'on appelle dans d'autres sociétés, on dit appel d'offres pour les rachats de parts des actifs de ESSO. Le Tchad n'a pas répondu, mais il y a la société Savannah qui a accepté le rachat des parts de la société Exxon Mobil. Vous voyez, on se comprend à ce niveau. Voilà. Maintenant, quand Savannah a déjà procédé à l'achat, le Tchad dit mais non, la société Savannah n'est pas une compagnie qui est de renom, surtout dans le système d'exploitation pétrolière. Elle n'a pas la capacité financière pour continuer l'exploitation de cette envergure. Donc, le Tchad a refusé. Mais de manière, c'est pas officieuse, je ne sais pas, mais Savannah, à son tour, comme la société ExxonMobil a également deux sociétés qui collaborent avec elle dans le transport de carburant sur l'Héliodique vers Kribi. Donc, les deux sociétés-là appartiennent respectivement au Tchad et au Cameroun, c'est-à-dire les sociétés Totco et Kotko. Donc, maintenant, Savannah, quand il avait acquis déjà les parts de sociétés mobiles, c'est-à-dire naturellement, les deux Totco, les sociétés Kotko et Totco lui reviennent. Mais attends, mais le Tchad, donc, la société Savannah a acquis les actifs des ESSO sans l'autorisation du Tchad. Sans l'autorisation du Tchad. Mais comment ça se passe? Parce que le Tchad a rejeté la société Savannah. Mais pourquoi ils ont procédé à ce qui se passe? Hein? Même avec le refus. Pourquoi ils ont procédé à les faire sans l'autorisation, même si le Tchad a refusé, ils ont continué à les faire? D'après ce que tu dis. Oui, justement, c'est ce que le Tchad maintenant a vu que son intérêt est en jeu, et c'est ça, je suis en train de vous expliquer comment le mécanisme de ce dossier se passe, et aujourd'hui, on s'est retrouvé dans cette situation de crise maintenant, qu'on pourrait dire une crise diplomatique, je ne sais pas, mais avec les conséquences qui adviendront. Donc, maintenant que vous allez m'excuser, la batterie est en train de vouloir lâcher, mais donc, vous voyez, est-ce qu'on se reçoit? Vous me recevez? Je te reçois. Ah, bloquez un peu à ce niveau-là, je vais... Ouais, vas-y. قوات الدعم السريع انشئت لحماية الوطن ولحماية الشعب السوداني ككل. قوات الدعم السريع لسه بتوريكم حاجات. قوات الدعم السريع انشئت
لحماية الوطن. Aman jini lewa. Jini jaindo donga sawa jido na wana jono. Anjendo je senjene kuliwa jido na mkanton panjenge. Baye wana doje dain. Population je dain wana dal do manje wa daune. Notamment autour de par tous les canaux de communication existants par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun. La question a été soumise à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme auprès des n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la Commission de la concurrence qui devrait statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent en mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays frères. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Donc, on a eu un problème de technique avec Anthony. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui sur ce point. Peut-être s'il y a d'autres éléments à ajouter la semaine prochaine, on pourra revenir là-dessus. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Hello? Hello? Anthony? Ouais, les machines ont de caprices. Oh, OK. Donc, je crois que la batterie a lâché sans me rendre compte. OK, maintenant tu peux continuer. Tu peux, Voilà, je peux continuer. Donc, je disais... je pense qu'il y a ton écran là, il faut... Hello? Hello? Je pense qu'on a un problème technique. Dari
Oui, vraiment, la machine, le problème. Vous me recevez? Allô? Est-ce que tu me reçois alors? Allô? Ouais. Est-ce que tu me reçois? Oui, je vous reçois. Ok. Oui, je vous reçois. Je pense que si tu as des difficultés, on va arrêter pour aujourd'hui. Et puis, si tu veux revenir là-dessus ou tu veux finir les points que tu as commencé. Attends une seconde là. Une seconde. Il y a deux. Ah, ok, je vois. All right. Allô? Ah, oui. Tu m'arrives à recevoir alors? Oui, je reçois, mais avec des échos, quoi. Je disais qu'on peut finir pour aujourd'hui. Peut-être comme on a des difficultés techniques, on va revenir là-dessus à la prochaine. D'accord? Comme ça, non? Ouais, ouais. D'accord. Comme la machine aussi déconne.